Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Naman. Martine Naman, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, vous êtes la directrice générale d'une société qui s'appelle Rainbow Gems et qui est spécialisée dans les pierres, le diamant, mais pas n'importe quel diamant. Le diamant naturel de couleur, tout à fait. Qu'est-ce qui est spécifique dans le diamant naturel de couleur ? Bonjour Olivier. Tout d'abord, je suis ravie de venir discuter avec vous ce matin. Ce qui est spécifique dans cette matière extraordinaire, c'est que c'est un diamant qui est fait de 8 atomes de carbone, qui a eu un petit couac pendant sa croissance et qui a échangé un de ces atomes contre un autre, qui lui a donné sa couleur. Si c'était un atome d'hydrogène, il est devenu jaune, ou peut-être si c'était un chrome, il est devenu rouge. Et donc, je disais toujours que le bon Dieu a dû s'ennuyer pendant toutes ces millénaires et créer quelque chose de différent. Qui n'est pas l'incolore, mais la couleur. Justement, quand on pense diamant, on pense à la pureté du diamant color. On pense au diamant sans couleur. Vous, votre spécialité, c'est justement les diamants de couleur. Les rouges qui sont a priori les plus recherchés et les plus rares. Absolument. Les jaunes, les bleus. C'est vraiment quelque chose de très différent. C'est différent dans le sens où ces diamants ont de la couleur. On a cru pendant un certain temps que le diamant était incolore alors qu'il existe dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cela vient d'une société leader dans notre secteur qui a su marketer très très bien le diamant incolore et qui a lavé le cerveau de millions d'êtres humains et humaines avec cette idée que le diamant est incolore seulement. Ce n'est pas le cas. Si on pense à un des gros diamants qui est connu, par exemple le Hope Diamond, il est bleu, et tellement d'autres pierres historiques aussi qui sont roses comme le Condé, etc. Ou le Tiffany qui est jaune. Ce sont des diamants qui ont été possédés par des privilégiés dès le XVIe siècle et donc on a toujours aimé et adoré la couleur. Vous, ça fait plusieurs années que Rainbow Gems est sur ce développement, ce marché, cette renaissance du diamant de couleur. Quelle est l'histoire, quelle est la source de cette renaissance ? Rainbow Gems fut fondé par un tailleur de diamants, Monsieur Eddy Elsass, qui avait qui était tombé amoureux de la couleur. À cette époque, les diamantaires qui n'avaient pas grand-chose à faire certaines parties de l'année, s'entraînaient sur du diamant qui partait dans l'industrie, qui valait moins de $1 le carat. Et il s'entraînait sur ce genre de diamant industriel. Et puis, il s'est aperçu que ces diamants étaient absolument fantastiques, qu'ils avaient la couleur de la pierre précieuse et la brillance du diamant mélangés. Et il s'est mis à collectionner. Et il a commencé à collectionner ces diamants en demandant à ses pairs le petit bleu qui est dans ton coffre, le petit rouge qui est dans ton coffre. Et j'ai rencontré ces personnes et il échangeait ces diamants au départ contre une tasse de café parce qu'entre hommes, on ne s'offre pas du diamant. Oui, j'ai lu dans des interviews que ces premiers diamants de couleur, il les échangeait contre un paquet de cigarettes ou absolument. C'était pas des achats, c'était pas un deal financier. Absolument. Alors j'ai rejoint le groupe quelques années plus tard parce que Eddy était plus âgé que moi et j'ai pu entendre le témoignage de ces gens qui ont assisté à la transformation d'un secteur et à l'explosion du goût pour le diamant de couleur dans le monde qui a été vraiment initié par Eddy, qui a fini par monter une collection de 300 diamants de couleur
350 carats, exposé 60 fois dans le monde et qui a contribué à la promotion de cette matière exceptionnelle. Vous, à quel moment vous avez rejoint l'entreprise et vous me disiez que Eddie était décédé l'an dernier et que vous continuiez le travail finalement qu'il avait démarré au début des années 70. Absolument. Nous sommes rencontrés alors que je reprenais l'Institut national de gémologie à l'époque et un ami à moi me disait « Tu ne peux pas mener cet institut sans cet homme ». Et donc, je l'ai appelé, je l'ai embauché et nous ne nous sommes plus jamais quittés à partir de cet instant. Et je suis rentrée véritablement dans le diamant avec un mentor absolument hors pair. Je me suis occupée de la promotion du diamant. Lui, il était beaucoup dans la matière et j'ai beaucoup appris avec ces hommes de l'art, en fait. Et nous aimerions aujourd'hui beaucoup que les tailleurs transmettent leur savoir. Il n'est pas suffisant aujourd'hui d'avoir simplement la machine pour tailler les diamants. Il faut aussi des hommes de l'art. Et donc, nous avons j'ai continué de faire la promotion du diamant à ses côtés, à côté d'un homme qui savait pas m'expliquer comment faire. Il avait tout comme un artiste. Ça lui venait absolument naturellement. Et je me suis inventé une activité à ses côtés. Alors, lui s'occupait de sourcer les pierres, c'est ça? De sourcer les pierres, de les trier, d'extraire parmi les lots ce qui était unique, comme ce Koi Diamond que nous avions trouvé et qui est un diamant rayé, orange et incolore, aux couleurs de Sonia Rykiel, je disais toujours, et des choses comme celle-ci qui étaient toujours notre goût pour les moutons à 5 pattes. D'accord. Et c'est quoi la spécificité du chercheur de pierres de ce type-là? Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il va fouiner? Enfin, quel est le talent qu'il y a dans ce métier? Je pense qu'il a été inspiré par le goût de la couleur et l'exceptionnalité de ces diamants. Il cherchait les vivides, il cherchait les couleurs intenses. D'ailleurs, par la suite, il a été responsable de ramener vers le laboratoire américain plus de 8000 exemplaires, plus de 8000 échantillons pour être identifiés. Et ce qu'on cherche dans la couleur, c'est la couleur. Ce qu'on cherche dans le diamant incolore, c'est la pureté, peut-être, et la taille. Et dans le diamant de couleur, c'est la couleur. Et donc, plus ces diamants sont vibrants et plus la couleur est répartie sur toute la pièce, plus ces diamants ont de la valeur aujourd'hui. Il y a plus de diamants de couleur que de diamants incolores ou c'est l'inverse? Non. Les diamants de couleur sont des monstres de la nature. Comme je vous disais au début de notre entretien, je crois que notre grand maître là-haut s'est ennuyé et a décidé de fabriquer un petit rouge, un petit bleu, un petit jaune. Il y a en tout et pour tout peut-être 41 diamants rouges répertoriés dans le monde et peut-être autant de bleus. Et puis ensuite, si on va vers le jaune, vers le rose, vers le jaune, vers le orange, on va peut-être trouver un petit peu plus de pièces, mais ce sont réellement des pièces exceptionnelles, des diamants exceptionnels pour une industrie exceptionnelle dans le luxe qui cherche l'exceptionnalité. Vous, dans ce duo, vous aviez quel rôle et vous avez quel rôle aujourd'hui au sein de l'entreprise? Vous faites la promotion du diamant de couleur, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors, le diamant de couleur est connu des amateurs, des collectionneurs, des investisseurs. Il a encore besoin d'être connu du monde entier. Et le
le fait que nous ayons exposé 60 fois cette collection dans le monde a permis d'approcher des enfants, des femmes, des hommes appartenant à toutes les communautés qui ont admiré et bien sûr quand vous expliquez ce qui est à voir, ce qui est à admirer, alors peut-être vous mettez une petite graine qui va pousser et qui va faire éclore la passion de la diversité, la passion des couleurs, qui sont aussi les couleurs de nos rencontres avec l'humanité tout entière. Sur les 300, enfin quand vous faites la présentation de 300 diamants, oui, c'est ça? Oui. Les 300, il y a vraiment toutes les couleurs. Oui, ces diamants vont de 1 carat jusqu'à 4 carats à peu près. Toutes les couleurs, mais on pourrait imaginer qu'il en existe encore d'autres. Ils sont even, ça veut dire que la couleur est répartie partout sur ces pierres. D'ailleurs, nous avions fait des photos de la collection à l'envers pour montrer que la couleur était partout. Et que puis-je vous dire encore? Il y a au milieu de cette boîte des paires, donc qui ont été constituées au fil des années. On trouve pas une paire tout de suite. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire de la compagnie Rainbow Gems, l'histoire de rencontres, l'histoire du sourcing et l'histoire d'une transformation du secteur aussi qui s'est ouvert à proposer autre chose que du diamant incolore dans le monde du diamant et dans le monde du luxe et de la joaillerie. Vous, justement, l'entreprise, ses clients, qui sont-ils aujourd'hui? Vous travaillez avec qui? Les grandes maisons du luxe, je sais pas, de riches héritiers du monde entier. Qui est intéressé par le diamant de couleur? Alors, d'abord, le diamant de couleur peut aller de $30 le carat à des millions de dollars le carat. C'est vous dire que nous pouvons fabriquer des pièces à des prix variés et toucher une clientèle variée qui aime l'unicité. Parce qu'aucune pierre ne ressemble à une autre. J'ai commencé ma carrière en servant les grandes maisons. Et je peux m'enorgueillir d'avoir contribué à transmettre vers eux des plus belles pièces. Et puis, les collectionneurs du monde nous connaissent et savent que nous sommes capables d'aller chercher la petite chose exceptionnelle dans le monde. Comment ça fonctionne? Vous fonctionnez à la demande du client qui dit « je veux un rouge » et vous allez le chercher, ou c'est l'inverse? Vous avez des divers clients, vous savez qu'ils sont en recherche et vous leur proposez les dernières pièces que vous trouvez? Alors ça peut être dans les deux sens. J'ai envie de vous dire que j'ai plus de difficultés à sourcer les gemmes aujourd'hui que d'aller chercher des clients qui font la queue, entre guillemets, pour attendre la pièce de leur rêve. Mais je peux avoir des pièces, des jolies pièces qui me font penser à telle ou telle personne, qui deviennent tous mes amis d'ailleurs, et donc je vais leur proposer. Ça peut être aussi l'inverse. Je peux avoir une demande spécifique et répondre dans quelques mois ou immédiatement si j'ai eu de la chance. La chance, ça existe aussi dans ce métier. Il faut de la compétence, il faut de la chance aussi. J'avais une question justement par rapport à ça. L'extraction aujourd'hui de toutes les matières est de plus en plus complexe, que ce soit l'or, donc le diamant forcément, que l'offre est de plus en plus importante. Comment on fait vis-à-vis de la rareté? Quelle est la situation du marché? Alors la situation du marché aujourd'hui est que nous avons perdu deux grosses sources, c'est-à-dire celle de Russie et puis aussi celle d'Australie, la mine d'Argyle, qui a fermé il y a plus d'1 an et demi et qui fournissait les plus beaux diamants roses et rouges de la planète. Donc le marché se réorganise aujourd'hui autour d'autres sources et bien sûr c'est une perte. On peut imaginer que dans les années qui viennent nous soyons plus restreints et que la demande va devenir de plus en plus importante et que les prix vont exploser. Donc ils n'ont cessé d'exploser dans le diamant de couleur et ça peut continuer.
Il y a une circulation des diamants, justement. C'est un marché d'investissement. C'est un marché d'investissement, bien sûr. Au plus haut niveau, c'est un marché d'investissement le diamant ne se revend pas du jour au lendemain comme peut se vendre l'or, par exemple. Mais sur certaines pièces, je peux garantir que le retour sur investissement. Il y a une plus-value sur le moyen terme. Absolument. Oui. Sur ce marché qui est tendu, les acteurs principaux, vous disiez, il y a certains particuliers. Vous m'expliquiez tout à l'heure que vous s'était passé du B2B au B2C, un peu comme ce qui se passe dans le luxe aujourd'hui, où on voit un renforcement des relations entre les consommateurs, etc. Vous, quelle est l'analyse que vous faites de l'évolution du marché, justement? Il y a eu une demande de transparence de la part des clients, de savoir, de connaître l'origine des gemmes et de connaître toute la chaîne de valeur. Et les clients ont finalement essayé d'aller directement à la source. De notre côté, au fur et à mesure des rencontres et de l'éducation qui a été faite, de la promotion du diamant de couleur à travers le monde, nous avons été amenés à rencontrer des amateurs, et ces amateurs sont devenus des clients privés récurrents. Et voilà comment on passe du B2B au B2C progressivement au fil des années, sans vraiment le vouloir. Ça demande une réadaptation aussi. Et nous sommes dans un monde qui bouge et il faut l'accepter et s'adapter, je crois. Justement, vous parliez du désir des clients de savoir d'où vient le diamant. Comment vous leur assurez que ça vient pas d'une mine qui pose problème au niveau environnemental, au niveau social? Comment vous assurez ça? Alors, l'achat de brut aujourd'hui est régi par un process qui s'appelle le Kimberley Process, et les sourceurs, quand ils vont vers la mine, courent de gros risques s'ils n'obtiennent pas ces diamants avec un certificat Kimberley. Donc le Kimberley Process englobe aujourd'hui un certain nombre de pays sourceurs et rejette ceux qui sont aujourd'hui plongés dans la corruption, qui sont de moins en moins nombreux. Donc ça, c'est pour les gemmes qui sont nouvelles. Et pour les diamants qui sont plus anciens, ils ont une histoire de propriétaire en propriétaire. Ils ont une histoire qui est celle des célébrités, qui est celle des collectionneurs. Et il est vrai que pour certaines d'entre elles, il est plus difficile de les sourcer. Tout à l'heure, vous me disiez que, au-delà des grands joailliers, vous travaillez aussi parfois avec des maisons de mode sur d'autres types de produits, enfin pour intégrer le diamant dans d'autres types de produits. Vous pouvez raconter ce que vous me disiez tout à l'heure? Oui, alors ça c'est la partie très amusante et très agréable quand on sort de son secteur pour aller vers un autre, même si on appartient tous au secteur du luxe. Le monde du diamant de couleur, c'est le monde de la couleur, c'est le monde de la création, et nous avons été amenés à créer une robe faite de plus de 8000 carats de diamants avec un fashion designer qui s'appelait Nikki Van Keet en Belgique pour la nuit exclusive de Knock le Zout en Belgique, qui rassemblait tous les acteurs du monde du luxe. Et c'était la première d'une longue liste d'événements que nous avons fait avec d'autres industries, comme l'industrie de la photo, avec Canon par exemple, et tant d'autres. Donc nous avons créé un jean le plus cher du monde aussi, et une écharpe pour un défilé de mode. Et c'était très amusant de voir ces créateurs venir dans le bureau et nous demander 5 mètres de diamants bruns ou 5 mètres de diamants noirs, et nous étions capables de fournir. Et justement, ça doit être intéressant d'être
confronté ou en tout cas d'être challengé par des artisans aussi, ou des industriels qui vous disent on aime beaucoup ça, mais on voudrait l'intégrer dans notre process, alors que c'est pas forcément déjà fait. Donc, quelle est l'expérience que vous avez retirée de ces relations-là? J'ai appris à comprendre leur langage, à adapter le mien à eux, à m'ouvrir, à penser, à créer avec eux. Et ça peut inspirer aussi le monde de la joaillerie. On s'inspire les uns les autres. Ce sont des rencontres aussi nouvelles avec des gens qui n'ont pas pensé que peut-être ils pourraient avoir leur petite part de ce monde extraordinaire, puisque le diamant a tous les prix. Donc, c'était vraiment très enrichissant et très plaisant. Vous, les envies que vous avez, ou en tout cas les projets que vous menez actuellement, ça va emmener Rainbow Gems vers quels horizons dans l'année qui vient, dans les 2-3 ans qui viennent, avec l'évolution dont on parlait du marché du diamant? Alors, ce que je souhaite, c'est d'abord conserver cette clientèle qui nous est fidèle et toujours la servir avec rapidité, avec transparence, avec disponibilité. Nous avons une logistique dans le secteur qui fait que les pierres voyagent plus que nous et que si vous voulez qu'elles soient demain à New York ou demain à Singapour, elles y seront. Et ça demande une énorme attention, mais c'est faisable. C'est comme ça que nous avons travaillé pendant le Covid. Et je me suis aperçue que l'industrie était organisée bien avant cette catastrophe du Covid. Ça nous a permis de continuer à travailler. Donc, j'aimerais toujours servir cette clientèle et toujours leur être agréable, leur faire plaisir. Et puis continuer aussi d'éduquer le monde, comme je le fais en intervenant dans différentes universités, le monde de la joaillerie aussi, peut-être le monde de la mode aussi, de façon à ce que de nouveaux amateurs, de nouveaux amoureux se joignent à nous, joignent cette communauté un petit peu secrète, mais de gens qui se comprennent bien. Justement, vous le disiez là, vous faites de la présentation, de l'évangélisation auprès des étudiants. Qu'est-ce que vous leur racontez aux étudiants? Qu'est-ce qui les intéresse finalement? Parce que c'est pas forcément des spécialistes de la gémologie. Donc, qu'est-ce qui les intéresse dans ce que vous faites? Alors, les étudiants sont en général embarqués dans des études sur le luxe. Et ils ont besoin de connaître un petit peu de tous les secteurs du luxe. Et le secteur du diamant est un secteur que je considère comme le phare du secteur du luxe. On taille le diamant, on l'embellit, on ajoute une valeur sur le diamant, mais au départ, il est intrinsèquement rare et il est intrinsèquement spécial par rapport à toutes les autres pierres précieuses. Et c'est ce que j'explique à ces étudiants, tout en leur expliquant comment certains métiers peuvent être ouverts à eux, qui sont tant dans la création que dans la finance, que dans l'ingénierie. Finalement, le secteur diamant s'ouvre sur de nombreux métiers aujourd'hui et n'est plus seulement transmis de père en fils. Parce qu'en fait, le fils aujourd'hui ne peut plus faire le financier, le marketeur, le vendeur, ne peut plus tout faire. C'est intéressant. Donc, il y a une véritable ouverture. Est-ce que vous le ressentez en tout cas, vous le disiez au niveau des pratiques commerciales, mais pas seulement. En fait, c'est un marché qui est un peu en train de s'ouvrir. Lui qui avait un peu la réputation d'être très fermé, vous me disiez que vous étiez entre Anvers et Paris. Oui. Anvers a quand même cette autorité de place assez fermée. Oui. Non, vous le ressentez, il y a un changement de mentalité? Je vois la nouvelle génération arriver avec de nouvelles idées, une nouvelle impulsion qui est extrêmement intéressante et on aurait tort de nous en priver. Ce marché est secret pour une seule raison, c'est que les
nous transportons des valeurs et nous devons nous protéger. Et c'est la seule raison qui n'empêche pas que nous aimions communiquer, montrer et être des vecteurs, en fait, et des liens entre tous les gens qui aiment le beau. Pour finir, vous, Rainbow Gems, aujourd'hui, vous travaillez avec combien de pièces par an, quel est le rythme de travail que vous avez et finalement, qu'est-ce que vous me disiez que vous aviez envie de garder cette relation avec les clients, de continuer à les servir. Qu'est-ce que vous apportez que de grands acteurs intermédiaires n'ont pas finalement? Alors, lors d'une de mes conversations avec Monsieur Jonathan Siboni, qui m'a gentiment emmené vers vous aujourd'hui, il me faisait remarquer que seulement que 20% de ces marques constituaient des marques dans notre univers. Et donc, le complément, ce sont des sociétés comme Rainbow Gems qui peuvent apporter un service tout simplement, un service personnalisé, immédiat, un service d'apporter des gemmes qui sont exceptionnelles. C'est très très difficile dans ces grandes maisons d'aller chercher ou de prévoir qu'on va avoir la Vivid Pink ou la Vivid Red l'année prochaine. Donc les acheteurs se concentrent sur des marchandises qui sont faciles à monter, qui peuvent constituer des lignes aussi. Dans mon activité, c'est un objet après un autre, une pierre après une autre. Et les clients le savent. Les clients savent aussi qu'ils vont avoir la pièce exceptionnelle que la copine d'à côté n'aura pas. Et c'est ce que je veux continuer de développer parce que je sens qu'il y a réellement une demande. Sur l'exclusivité. Sur l'exclusivité, absolument. C'est le luxe lui-même. C'est ça. Oui. Martine Naman, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est ainsi que se termine cet échange et ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très bientôt pour une nouvelle écoute.